Ce qui s'est passé ces dernières 72 heures, ou peut-être un peu plus, c'est qu'on a eu la procession funéraire du guide suprême iranien. Il a été assassiné dans les premiers jours de la guerre, le 28 février, au moment où le conflit a commencé. Il a été tué en même temps que son commandant et des membres de sa famille. Et ce n'est que maintenant qu'ils ont pu organiser les funérailles. Le premier jour, c'était pour les responsables étrangers venus en Iran. Le deuxième jour, c'était pour le peuple iranien, qui est sorti en masse. Ensuite, ils sont allés dans la ville de Qom, puis à Karbala, un lieu essentiel dans la foi chiite, l'un des plus importants. L'histoire de l'imam Hussein, sa vie, sa réalité, font partie des éléments les plus émouvants de l'islam chiite. Ensuite, vous savez, quand ils étaient en Irak, il y a eu l'attaque des États-Unis et de l'Iran. Et puis hier, c'était à Machhad. Il y avait, semble-t-il, entre 7 et 10 millions de personnes qui ont participé hier. Donc on parle d'un gouvernement qui, soi-disant, devait s'effondrer le 28 février ou dans 4 jours. Et pourtant, on voit plus de 40 millions de personnes qui ont pris part à l'événement. Les estimations parlent de plus de 40 millions de participants à la procession funéraire du guide suprême de l'Iran. C'est quelque chose de nouveau pour le peuple iranien, en tant que nation. Comment avez-vous perçu ces funérailles et leur impact sur le conflit en cours entre l'Iran et les États-Unis? C'était quelque chose de vraiment spécial et d'inédit pour le monde entier, pas seulement pour le peuple iranien, comme vous l'avez dit. On n'a jamais vu un enterrement, ni même quelque chose qui s'en approche, avec une telle participation de masse que celle qu'on a observée ces derniers jours en Iran. Rien de comparable. C'est très frappant. Et en plus, tout a été remarquablement bien organisé. Je veux dire, des cérémonies complexes, d'un lieu à un autre, et tout s'est déroulé sans accroc. La seule modification, si on peut dire, a été rendue nécessaire par l'utilisation d'un hélicoptère pour la dernière étape, parce que les Américains avaient détruit un pont. Alors, de quoi parle-t-on? À mon avis, ce qu'on voit là, c'est quelque chose qui va marquer toute la région. C'est à la fois une affirmation de la puissance douce de l'Iran. Et quand je parle de puissance, je ne parle pas de la puissance de l'État. Je parle de la puissance d'une civilisation. Et quand je parle de civilisation, je ne parle pas seulement de la civilisation chiite. Je parle, si vous voulez, de toute la philosophie islamique, qui remonte à la fin du XIXe siècle, à l'époque d'une sorte de renaissance, mais qui en réalité n'a jamais vraiment abouti. Ce qu'on a vu là, c'est, si vous voulez, quelque chose qui allait au-delà. Il s'agissait de la civilisation islamique, de ses réalisations, de ses forces. Et c'est pour ça que je n'ai pas utilisé le mot puissance au sens classique, parce qu'il ne s'agissait ni de force militaire, ni de force économique. C'était la force pure des gens qui exprimaient leur volonté d'une manière vraiment puissante. Et ça, c'était très important. Je crois que cela a eu un impact en ravivant, si on veut, le sentiment d'une Oumma qui s'était un peu effacée à cause du sectarisme encouragé et alimenté par l'Occident dans la région. Mais ce sentiment a toujours existé. Même à l'époque ottomane, il y avait cette idée de la Oumma. Comme je le dis, cela s'était un peu perdu. Mais je pense que cette manifestation, ce mouvement populaire, regardez ce qui s'est passé en Irak. Il n'y avait pas que les chiites qui y ont participé. Les sunnites aussi sont venus rendre hommage. Et bien sûr, il y a eu une participation officielle massive à ces cérémonies, y compris l'ancien président de la Russie et beaucoup d'autres personnalités qui y ont pris part. Et évidemment, cela n'a pas été beaucoup relayé en Occident, parce que l'Occident comprend bien que c'était une forme de désaveu, à la fois envers l'Occident lui-même et envers Trump en particulier,
qui, avec Netanyahou, a conspiré dans l'assassinat du guide suprême. Donc, tout cela a eu un impact profond, qui dépasse la simple politique, qui va au-delà du pouvoir brut, et qui reflète une énergie humaine, une force humaine presque tangible. J'ai ressenti quelque chose d'un peu similaire une seule fois auparavant. Paradoxalement, on pourrait dire que j'ai été invité à séjourner à la mosquée de l'imam Hussein, à Kaboul. Et là, j'ai vraiment vu, les gens, tous, les enfants, les jeunes, les vieux, tout le monde, tourner autour du sanctuaire et le toucher. On sentait physiquement une énergie, une détermination, une force presque tangible. Et je pense qu'on voit aujourd'hui la même chose se produire, mais à une échelle bien plus grande, évidemment. Oui, des millions de personnes sont venues pour cela, mais ce qui se passe maintenant dépasse encore tout ça. Alors la vraie question, à mon avis, c'est qu'est-ce que l'Iran doit en penser? Et où cela va-t-il les mener? Comment vont-ils faire avancer ce mouvement? Je crois que, disons, le squelette est déjà là. La structure existe pour un immense changement, une sorte de bond en avant sur le plan civilisationnel pour l'Iran. Mais il faut aussi trouver la manière de faire vivre, si vous voulez, les valeurs, l'esprit et la morale de la révolution aujourd'hui, ici en 2026, pour les jeunes Iraniens, ceux de 18, 20 ans, qui aiment leurs vêtements de créateurs, leurs smartphones et tous les gadgets du monde contemporain. Il n'y a rien de mal à ça. Mais comment faire entrer ces valeurs dans le monde d'aujourd'hui? Je dirais pas le monde moderne, mais bien le monde contemporain. C'est là, je pense, qu'il faut être attentif. Et je crois que les bases existent déjà, clairement, parce qu'on voit que le plus grand enthousiasme, la ferveur la plus forte, vient des jeunes. Mais ce qu'ils ne veulent pas, c'est qu'on les ramène, vous savez, à la torpeur, à la complaisance et à tout ce qui va avec. Ils ne veulent pas que leurs dirigeants les ramènent vers une forme de matérialisme grossier et vers les valeurs de l'Occident. Ils veulent, je crois, aller vers une nouvelle révolution, une révolution fondée sur les valeurs originelles. Et l'Iran est bien placé pour cela, parce que c'est justement ce que beaucoup recherchent aujourd'hui. Même en Occident, on se demande comment dépasser ce nihilisme qui nous tire vers le bas, ce matérialisme vulgaire, et cette destruction totale des valeurs, ce sentiment de corruption qui traverse toutes les sociétés occidentales et au-delà. Et comment, vous voyez, avancer malgré tout, surtout quand aucun parti politique ne répond à ces besoins, absolument aucun. Tweedledum ou Tweedledee, l'un augmenterait un peu les impôts, l'autre en baisserait un peu. Franchement, ça ne répond à aucune question. Donc je pense que ce qu'on veut, c'est regarder les choses autrement. Et ça ramène aussi l'Iran, non seulement à la révolution et aux prophètes, mais même avant ça. L'Iran a un long héritage, fondé sur la lumière, sur l'idée d'apporter la lumière dans l'obscurité, et sur, si vous voulez, ce jeu entre des forces ascendantes, des forces qui nous tirent vers la lumière et des forces descendantes. Ce n'est pas une question de bien et de mal. Ce n'est pas, vous savez, du manichéisme. C'est autre chose. C'est une sorte d'interaction entre la lumière, l'ombre et l'obscurité qui a toujours existé et qui fait aussi partie de la civilisation iranienne. Donc tout ça, je pense que ça va. L'Iran a une occasion de montrer la voie, mais il lui faut un vrai dirigeant, un leader capable de dépasser la banalité de la politique d'hier et d'aujourd'hui et les besoins matériels de chacun, aussi réels soient-ils, pour trouver une manière de s'élever. Voilà ce que je dirais, Nima. J'ai mis du temps à l'exprimer, mais c'est ce que je voulais dire, je crois. Et c'est aussi ce que cela offre. Il ne faut pas voir ça simplement comme un événement passé, qu'on range sur une étagère avant de passer à autre chose. Je pense qu'il est essentiel de ne pas le remettre de côté, mais au contraire de s'appuyer dessus.
s'appuyer dessus d'une manière qui revienne justement aux valeurs fondamentales de l'Iran et du chiisme, bien sûr, mais aussi à l'idée de l'Oumma et, si l'on veut, à celle de la révolution islamique. Que se passait-il quand tous ces gens, en gros, les responsables du gouvernement iranien, étaient en Irak pour la procession funéraire? À ce moment-là, on voit les États-Unis frapper le sud de l'Iran parce que mardi, 5 pétroliers appartenant à l'Arabie saoudite, au Qatar et aux Émirats arabes unis tentaient de traverser le détroit d'Ormuz en passant par la partie sud du détroit. L'Iran les a alors attaqués. Ensuite, les États-Unis ont intensifié leurs frappes. On n'avait pas vu un tel niveau d'attaque depuis la signature du protocole d'accord. Ils ont renforcé les frappes dans la nuit de mardi. Puis l'Iran a riposté et les États-Unis ont de nouveau attaqué dans la nuit de mercredi. On voit donc une sorte d'escalade dans la manière dont les États-Unis ont mené leurs attaques. Et ils ont frappé, comme vous l'avez mentionné, l'un des ponts entre Téhéran et Mashhad. C'était important à cause des funérailles d'hier. Beaucoup de gens voulaient se rendre à Mashhad, mais ils n'ont pas pu à cause de ce pont. Ensuite, un autre pont a été touché dans le nord de l'Iran, dans une région appelée Akala, qui se trouve dans la province du Golestan. L'importance de ce pont, c'est que la ligne de chemin de fer reliant l'Iran au Kazakhstan et à la Chine passe par là. Voilà la situation entre l'Iran et les États-Unis. Et le principal problème reste le détroit d'Ormuz et la manière dont les États-Unis essayent d'utiliser ce détroit sans coordination avec la partie iranienne. Quel est ce jeu selon vous? Et comment voyez-vous le conflit, cette escalade entre les deux camps au fil du temps? C'était une tromperie typiquement Trump. Il pensait pouvoir mener une opération éclair en se disant que tous les Iraniens étaient entièrement concentrés sur les cérémonies, ces cérémonies très complexes, et que leur attention serait limitée, focalisée là-dessus. Donc, il a imaginé qu'au moment où les cérémonies se déroulaient, il pourrait lancer une opération rapide, coordonnée par la marine américaine. Ils avaient aligné plusieurs pétroliers et navires pour traverser rapidement le côté omanais du détroit afin de pouvoir dire « Nous avons rouvert Hormuz. C'est ouvert. Le couloir américain fonctionne. Ça marche. » Et ils pensaient, pour le dire franchement, qu'ils faisaient un coup malin. Ils pensaient que c'était une petite opération sympa et qu'à la fin du week-end, ils pourraient dire « Regardez, on l'a fait. Je l'ai fait. J'ai rouvert le détroit d'Ormuz et maintenant, tout le trafic va passer. » Et puis, il a été vraiment furieux, parce qu'en réalité, je ne pense pas que ce soit tant le corps des gardiens de la révolution islamique. Je crois que c'est plutôt l'armée iranienne qui est intervenue contre ces navires, soit en tirant des missiles, soit en leur adressant des avertissements. Et dans le cas du gaz liquéfié qatari, je crois même qu'il y a eu un incendie. D'après moi, il y avait 4, peut-être même 5 navires qui n'ont pas pu passer après avoir été avertis. D'abord prévenus, puis s'ils n'obéissaient pas, pris pour cible. Mais enfin, soyons très clairs. L'Iran a été parfaitement clair là-dessus, sans aucune ambiguïté. Il a répété je ne sais combien de fois que si quelqu'un défiait son contrôle sur le passage par le détroit d'Ormuz, il ne serait pas en sécurité. Ce ne serait pas une action sûre et il pourrait être attaqué. L'Iran conseille donc à tous de se coordonner avec lui et d'emprunter le couloir sécurisé iranien. Et puis bien sûr, Vance est intervenu. Et là, ça en dit long, parce que ce qu'il a déclaré, je crois que c'était ce soir-là. C'est écoutez, vous savez très bien ce que nous cherchons à faire. Notre objectif, c'est d'ouvrir Hormuz. C'est ça, notre but. Nous voulons faire comprendre aux Iraniens que si Hormuz est fermé, nous continuerons à les attaquer.
En d'autres termes, s'il y a de plus en plus d'incidents où des navires sont arrêtés pour utiliser le passage américain, vous savez, malheureusement, je pense qu'Oman a subi d'énormes pressions pour accepter cela et pour dire oui, il existe bien un passage tout près dans les eaux territoriales omanaises. Mais ils ont été soumis à beaucoup de pression. Et ce que ça a fait, c'est confirmer quelque chose de très important sur la situation actuelle et sur ce que nous faisons. Je veux dire Vance, en gros, et il l'a d'ailleurs répété dans une autre déclaration, plus ou moins, il a dit « Écoutez, en réalité, tout ce que nous voulions, tout cet exercice, c'était pour rouvrir le détroit d'Ormuz. C'est de ça qu'il s'agissait. Et ensuite, on verrait bien quelle carte il nous resterait en main. » En d'autres termes, ce protocole d'accord, enfin je n'aime même pas l'appeler comme ça, parce qu'en réalité c'était plutôt une sorte de cadre de désescalade. Il n'y avait aucun engagement concret dedans, rien de plus que ça. C'était simplement un cadre pour mettre en place un cessez-le-feu, à partir duquel, vous voyez, des discussions pouvaient ensuite se développer. Bref, il était assez clair à ce moment-là que les Américains jouaient un jeu et que l'Iran, en quelque sorte, était manipulé à travers tout ce mémorandum d'entente. Et franchement, ça semblait suivre presque exactement le schéma iranien. Les 10 principes énoncés par le guide suprême étaient plutôt bien reflétés dans ce document. Et vous savez, certains ont été surpris de voir les Américains valider quelque chose d'aussi manifestement influencé par l'Iran. Mais maintenant, c'est devenu assez clair que tout ça n'était qu'une mise en scène. En gros, on s'est dit, donnons aux Iraniens ce qu'ils ont envie d'entendre. Parce qu'en réalité, ce qui nous préoccupe avant tout, et uniquement, c'est d'ouvrir le détroit d'Ormuz. Et je pense que ce message a fini par passer, et qu'il a provoqué un changement dans la façon de penser de la direction iranienne. Le guide suprême l'a d'ailleurs souligné quand il a dit, en substance, « Concernant ces négociations avec les États-Unis, je ne suis pas totalement d'accord. Cependant, j'ai été convaincu par le président, que je respecte, et par d'autres membres de l'équipe de négociation, qu'il y a là une véritable possibilité pour l'Iran d'obtenir des avantages politiques et économiques en poursuivant cette voie. » Il ne l'a pas dit exactement comme ça, mais c'était bien l'idée.